Parlons peu, parlons IE, le podcast de l'intelligence économique. Bonjour, le Club Droit de l'AEGE a le plaisir de vous retrouver et d'accueillir Corinne Lagache dans le cadre d'un nouveau podcast durant lequel nous aborderons l'utilisation stratégique de la compliance dans l'industrie de défense. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour infiniment Colline et puis merci de cette invitation. Alors moi je suis donc compliance officer depuis 2002. Mais à la retraite depuis le 31/12/2024, ce qui me permet de me consacrer plutôt à du conseil aux entreprises, à du coaching de compliance officer. J'aime bien aider les jeunes à percer et je suis très impliquée à l'IHEDN. C'est en fait en 2002 que j'ai découvert le métier de la compliance en prenant des fonctions de vice-président Risk Management et Groupe International Compliance Officer du groupe Airbus, qui s'appelait EADS à l'époque, donc à la fois des activités civiles et de défense. Quel contexte était-il ? C'est qu'il y avait donc une convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, c'est son titre exact, qui avait été adoptée en 1997, transposée en France en 2000. C'est une convention qui est ratifiée par 46 pays, dont 8 pays hors de l'OCDE. C'est rigolo de noter qu'il y a aussi la Russie dans ces 8 pays. Et avec un mécanisme de contrôle, d'audit, pour savoir si les pays transposaient correctement cette convention. J'y reviendrai. Et puis, il y avait également au même moment la loi américaine, le Foreign Corrupt Practices Act, mais en fait, qui existait depuis 1977, mais les Américains ont ratifié la convention de l'OCDE. Et à partir de ce moment-là, la loi FCPA, sur un volet tout à fait particulier, est devenue extraterritoriale. D'accord ? Donc avec au début une application très sporadique, et après 2001, il y a une vraie mise en œuvre de cette portée extraterritoriale avec des amendes contre des groupes non américains qui se sont multipliées. Il faut noter qu'avant cette convention de l'OCDE, les paiements, je dirais, illicites à l'étranger, directement ou indirectement, étaient tolérés. Il y avait un bureau à Bercy, on allait en disant voilà, je vais vendre mes produits donc à l'export dans tel pays, je ne connais pas la langue, je ne connais pas le contexte des dictionnaires, j'ai besoin d'un représentant sur place. Ça, c'est quand ça se passait via un agent, comme on disait, indirectement. Mais voilà, il me demande 15% ou 20% du marché si je le remporte. Est-ce que ça va être déductible fiscalement ? Il te dit, peut-être que vous poussez un peu le bouchon trop haut, c'est un peu trop cher, on va réduire ça à 10%. Et c'était bon. Et il n'y avait plus de discussion et ce n'était pas non déductible fiscalement. En 2000, tout ça s'est arrêté brutalement sur des affaires qui avaient démarré avant 2000. Donc, c'est vrai que pour les groupes, notamment français, c'était un grand choc, une grande révolution. L'OCDE et le FCPA ciblent ce qu'on appelle la corruption active d'agents publics à l'étranger. Ça veut dire quoi ? Active, ça veut dire que moi, je suis une entreprise. À l'étranger, quand je vais exporter, on va me demander des cadeaux, des pots de vin, des aides diverses et variées. Si j'accepte, parce que j'ai peur de perdre mon marché, ça s'appelle de la corruption active. Ce n'est pas juste de solliciter ou de proposer quelque chose, d'accord ? Mais même si je propose et que je ne donne pas, et je ne citerai pas une affaire récente en France qui a prouvé que ça s'applique bien, eh bien ça suffit pour être inculpé. Donc tout d'un coup, les entreprises se sont dit, oh mon Dieu, et en plus les Américains commencent à nous attaquer, il faut absolument qu'on réagisse. Ces conventions et le FCPA crée vraiment une distorsion de concurrence entre les pays, parce que beaucoup de pays n'appliquent pas les mêmes règles. Beaucoup de pays ont ratifié la convention de l'OCDE, mais même l'OCDE ne va plus les voir pour voir s'ils l'appliquent bien. Et longtemps, les entreprises françaises se sont appuyées sur effectivement des guides de compliance publiés aux États-Unis,
par également un guide promulgué par l'Angleterre, les Britanniques, suite au UK Bribery Act en 2010, où là, ils avaient finalement pénalisé le fait de ne pas prévenir la corruption dans les opérations des entreprises. Mais on n'avait pas de manuel en France, on ne savait pas comment faire. Les entreprises ont été vraiment prises au dépourvu et il a fallu renforcer cette fonction et vous allez voir ensuite pourquoi. La seule certitude que nous avions, c'est que si une enquête se développait, on était présumé coupable, jamais innocent. Il n'y avait pas souvent de prescription, les Américains demandaient de s'asseoir sur la prescription. Ça veut dire que la capacité des Américains ou de la justice en général à poursuivre l'entreprise pour des faits qui remontent à des dizaines d'années, et même de pouvoir être sanctionné à titre personnel après avoir quitté depuis très longtemps l'entreprise sanctionnée. Donc ça crée une vraie incertitude et donc il fallait trouver les moyens de se défendre. C'est pour ça que notamment les entreprises de l'aéronautique et de la défense, qui étaient très ciblées, notamment par des ONG, ont déployé très en amont des programmes de conformité en se disant il faut qu'on crée ce fameux level playing field, une défense, c'est-à-dire qu'on va adopter les mêmes codes de conduite, les mêmes règles de conformité pour être sûr que si on est attaqué, on peut dire voilà, nous on applique un bon programme. Mais on n'avait pas vraiment de guide établi notamment pour l'État français. Puis il y a eu la Convention des Nations Unies aussi, signée à Mérida en 2003, qui a été signée par plus de 191 pays, mais qui, elle, en gros, criminalise la corruption active et la corruption passive, c'est-à-dire la sollicitation, mais il n'y a aucun réel mécanisme de contrôle. La Convention existe néanmoins et a été ratifiée par la France. Et c'est vrai, quand je suis arrivée, la fonction, elle n'existait pas dans l'industrie en France. Il y avait quand même des prémices dans la banque, mais dans l'industrie en France, il n'y avait pas. Il y avait des déontologues qui émettaient, ou des directeurs de l'éthique, assez déconnectés de l'opérationnel, qui émettaient des belles chartes éthiques, qui travaillaient, qui faisaient un travail, mais ne mettaient pas les mains dans le cambouis, en gros. Moi, ma formation et mes expériences passées, ma personnalité m'avaient permis de bien appréhender ce métier, en développant mes connaissances à travers des réunions de l'OCDE, des correspondants américains, des réunions avec mes pairs via l'IFBEC qui a été créé plus tard, mais qui avait commencé au niveau européen, au niveau de l'ASD. Et c'est un sujet tellement complexe et sans fin, ça m'a littéralement passionnée. Voilà, et puis ensuite j'ai intégré, j'ai démissionné en 2008 du groupe Airbus, j'ai intégré le groupe Safran où j'ai occupé pendant 12 ans la fonction de directrice pour l'ensemble des activités du groupe, y compris le contrôle export et les douanes. Et j'ai rejoint en 2021 Nexter devenu KNDS pour structurer la compliance du groupe. Voilà. Et depuis, ma société de conseil me permet de faire ce que j'aime, aider les entreprises à identifier rapidement leur plan d'action dans ce domaine, coacher les compliance officers, repérer les talents et m'associer à des initiatives sectorielles ou multisectorielles au sein du MEDEF, au sein du GIFAS. Et c'est pour ça que vous verrez sur mon compte LinkedIn des prestigieuses présidences du comité de conformité et déontologie internationale du MEDEF, présidence du comité éthique responsabilité d'entreprise du GIFAS, la task force anti-bribery corruption du business à l'OCDE, le BIAC. J'étais effectivement membre du comité de pilotage de ce International for Business Ethical Conduct, au cercle des affaires, éthique des affaires, etc. C'est pas juste pour aligner des titres, c'était pour qu'on travaille ensemble, industriels, pour qu'on arrive à bâtir un référentiel commun, qui pour nous semblait une vraie défense, avant effectivement qu'on ait Sapin 2 et qu'on ait un guide de l'AFA qui nous explique comment produire le sujet. Et dans ce contexte, donc dans cette évolution législative, comment la compliance est-elle devenue un acteur incontournable pour l'industrie ? Alors, incontournable, comme je disais, les Américains ont jamais changé de loi de 77, le FCPA date de 77, mais ont émis des guidance tous les ans ou tous les 2 ans qui nous servaient de ligne de conduite. De plus en plus d'entreprises, sans citer Alstom et les autres, ont été sanctionnées. Et donc, les entreprises ont eu peur, y compris les petites entreprises. On avait aussi tout l'aspect sanctions internationales.
avec les guides de l'OFAC. On avait la partie, ce que j'appellerais soft law, d'ONG qui nous demandaient des comptes, des entreprises de notation, des institutions financières internationales, qui, notamment sur les entreprises de défense, étaient de plus en plus prégnantes et qui nous demandaient des éléments prouvant notre intégrité. Et la compliance, je rappelle, le terme compliance, contrairement à ce qu'on croit, est d'origine française au départ. C'était complaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire satisfaire ou convenir. C'est les États-Unis et en Angleterre qui ont repris ce terme et l'ont appliqué au droit des affaires, mais c'est par là et par ces lois et réglementations anglo-saxonnes que c'est revenu en France. Lorsque je suis arrivée chez Airbus, je me souviens, on m'a expliqué qu'il y avait des nouvelles lois anticorruption. Je ne comprenais pas très bien ce qu'on m'expliquait, que les juristes avaient traduit ces nouvelles lois en rules ou en règles internes, en bons juristes, qui avaient été adressées aux opérationnels, qui s'étaient empressés de les ranger dans leur placard. Le problème, c'est que là, on ne prévenait pas le risque avec ces attitudes. Et ça ne parvenait pas à s'imposer. Ça ne parvenait pas à faire évoluer des comportements. Et le métier donc de la compliance, qui en plus se multipliait non pas seulement avec les conventions de l'OCDE, le FCPA, mais par des normes et des lois qui arrivaient de toutes parts sur différents sujets. Comme je disais, nous, on avait très peur. On voyait les Américains qui attaquaient les entreprises non américaines. 78% de cas des 32 entreprises qui ont payé plus de 100 millions de dollars d'amende aux autorités américaines sont non américaines, mais européennes, sud-américaines ou asiatiques. 66% des poursuites concernent les entreprises européennes, y compris la Suisse, qui sont des condamnations pour corruption qui n'intègrent pas les amendes pour violation d'autres lois américaines extraterritoriales, type ITAR, règle des exportations de matériel américain militaire, de sanctions économiques. Et pour les entreprises non américaines, dans la majorité des cas, les entreprises ont été initiées aux États-Unis et étendues à la demande du département de la justice américaine à l'ensemble de l'entreprise concernée. Donc une petite affaire pouvait avoir une répercussion sur un groupe entier. Et quand vous avez un grand marché aux États-Unis où vous utilisez le dollar, c'est un petit peu compliqué de fermer la porte aux États-Unis. Donc il fallait mettre en place une défense, non pas seulement juridique, mais structurer la prévention des risques dans les entreprises, professionnaliser la fonction, créer un dialogue, une intelligence stratégique également entre l'entreprise et l'État et les différentes instances que je vous mentionnais. Nous, notre fonds de commerce, entre guillemets, c'était de faire venir les acteurs publics, français ou européens, pour qu'on arrive à travailler ensemble et qu'on évite que des entreprises soient ciblées et soient dépourvues de toute défense, ce que la loi de blocage renforcée, ce que Sapin 2, ce que le PNF a permis de faire plus récemment. D'accord ? Puisque aujourd'hui, je vous le rappelle, on n'a pas le droit d'envoyer des informations qualifiées stratégiques ou de secret des affaires à une autorité étrangère sans autorisation de l'État, ce qui pour moi est une avancée considérable de défense. Et la compliance, ça regroupe l'ensemble des processus destinés à prévenir les risques encourus par une entreprise, mais par ses dirigeants, par ses salariés, y compris ceux qui sont partis de l'entreprise, au non-respect de ces normes juridiques. Et je dis bien des normes. Je reviens d'un long périple en Asie. Il y a des lois qui existent, mais qui ne sont jamais appliquées. Mais nous, est-ce qu'on doit les appliquer quand on travaille dans ces pays-là? Peut-être, parce qu'elles peuvent être récupérées ensuite par une autorité extraterritoriale qui trouvera le moyen pour nous dénigrer. Donc, on n'est pas dans un univers forcément très moral, on est dans un univers de compétition économique. C'est une donnée qu'il faut prendre en compte, car, comme je le dis toujours, c'est un risque majeur, mais il n'y a jamais zéro risque, ou alors il ne faut pas avoir d'entreprise. Donc, il faut tenir compte de cela. Et comme je disais également, effectivement, la corruption pour les entreprises de défense était un sujet essentiel, crucial, puisqu'on exporte, on essaie de produire le moins possible sur place.
et que nous arrivons dans des pays où c'est complexe, il faut comprendre, et on a besoin d'intermédiaires. On est aussi face à des États qui n'ont pas des lois qui ne sont comme nous, et on est soumis à de la sollicitation. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, et c'est pour ça que les entreprises de défense ont été même en avance sur ces sujets-là par rapport à d'autres secteurs qui étaient moins exposés ou qui se sentaient moins exposés. D'accord ? C'est ajouté à ça les délits d'initié quand on est coté, les confidentialités d'informations, la responsabilité des dirigeants à des préventions d'éventuels conflits d'intérêts, qui est quand même un nerf de la guerre, tout ce qui concernait les ententes, l'antitrust, bien évidemment le contrôle export et les sanctions internationales, les délits financiers et environnementaux, la fraude quelle qu'en soit la nature, les droits humains, la responsabilité sociale et environnementale, les minéraux conflictuels, donc une avalanche de réglementations, parfois contradictoires, qu'il fallait arriver à mettre en œuvre dans l'entreprise. Donc le compliance officer s'est retrouvé comme un véritable chef d'orchestre, d'accord ? Avec à chaque fois une prévention du risque qui passait par un programme qui ressemble à tous les programmes de prévention de risque, y compris l'accident de travail. Le premier compliance officer, c'est quand même le dirigeant de l'entreprise, parce que sans engagement réel de sa part, ça ne marche pas. Vous pouvez vous époumoner à réunir des gens. Si le dirigeant n'est pas là pour dire celui qui ne suit pas la directive, il est dehors, il est sanctionné, eh bien ça ne marche pas. Il faut évaluer de façon très pragmatique et hiérarchiser les risques éthiques et normatifs de l'entreprise. Et c'est une méthodologie bottom-up, certainement pas top-down. Essayer de caser ces risques à droite à gauche, ça marche pas. Il faut interviewer le terrain, il faut comprendre l'ADN de l'entreprise pour avoir quelque chose qui soit une vraie cartographie des risques. C'est très très important. Il ne faut pas essayer de copier-coller la cartographie du voisin parce que ça peut servir de framework pour établir une démarche, mais en aucun cas faire un copier-coller. Il faut rédiger et communiquer des valeurs éthiques et des principes de conformité de l'entreprise, une charte, un code de conduite qui ensuite est décliné en procédures qui doivent être très pédagogiques, qui doivent être cohérentes, et au maximum aujourd'hui digitalisé, c'est quand même plus simple. Surtout ne pas tomber dans l'écueil que l'on voit souvent, notamment dans une compliance que je qualifierais de purement juridique. Je ne veux surtout pas mettre en cause mes amis juristes qui font un travail remarquable, mais de dire, il y a un risque, conflit d'intérêt, les cadeaux, le machin, on met une procédure en face. Ça, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que les risques sont liés entre eux. Il faut que ce soit appliqué à la taille de l'entreprise, y compris les entreprises de défense qui ne sont pas forcément immenses. Et tout comme la multiplication des lois et normes applicables, parfois contradictoires, par exemple, je suis obligée de faire une due diligence sur mes tiers, mais je dois respecter aussi la RGPD et la CNIL, qui n'a toujours pas été si claire que ça pour m'orienter et me dire ce que j'ai le droit de faire ou pas faire. Donc je dois décider en interne ce que je dois faire. Et la multiplication des procédures conduit à tuer les procédures. Donc il faut arriver à aller se faire intégrer par les opérationnels en j'aime pas le terme customiser, mais en les adaptant vraiment à la réalité de l'entreprise. Et ça, c'est un exercice pas du tout simple à faire. C'est beaucoup plus simple d'aller sur Internet et faire un copier-coller de procédures cadeaux, de procédures mécénat, de procédures conflit d'intérêts, de procédures de gestion des intermédiaires, plutôt que de se dire qu'est-ce qui est vraiment en jeu dans l'entreprise et qu'est-ce qui est vraiment à risque. Ça, c'est vraiment un exercice complexe, notamment pour les PMI, mais c'est indispensable parce qu'on n'a pas des ressources pour faire des usines à gaz, et puis ça ne marche pas. C'est un processus qui doit être en amélioration constante, qui doit s'adapter au changement réglementaire, au changement de l'environnement de l'entreprise, quand elle fait du M&A, de la fusion-acquisition, quand elle diminue, tout en la protégeant au maximum. Il faut avoir une fonction éthique ou compliance, peu importe le titre, qui veille à préserver son entreprise des risques financiers, juridiques et réputationnels quand on ne respecte pas les réglementations. Le plus important pour bien fonctionner, pour avoir une bonne fonction dans l'entreprise, c'est qu'elle soit placée au bon niveau.
et c'est pas juste une revendication pour être très haut dans la hiérarchie, c'est que si elle n'a pas une vraie autorité, elle ne marche pas. Donc il faut avoir une vraie autorité, mais pour avoir une autorité, il ne suffit pas d'être bien placé dans l'organigramme, il faut avoir une vraie autorité, une vraie expérience, et connaître l'entreprise, ou connaître des entreprises similaires. Parce que sinon, on ne vous écoute pas, vous êtes une contrainte, et vous n'êtes pas légitime. Il faut avoir quelques ressources quand même, mais adéquates. Comme je disais, le risque zéro n'existe pas, mais il faut savoir réfléchir, doser les actions, les adapter au contexte de l'entreprise. Chaque dossier est unique. C'est compliqué, mais c'est vrai. Il ne faut pas sans arrêt avoir recours à un conseil extérieur, à un avocat. Il faut savoir décider et avoir une approche interne. Je rappelle que nous ne sommes pas, en tant que compliance officer, soumis comme un officier public à l'article 40 de la procédure pénale, c'est-à-dire obligation d'alerter un procureur si on voit une infraction interne. Il faut déjà les gérer en interne. Ce n'est pas forcément du pénal, surtout pas. Mais pour ça, il faut avoir la légitimité et la connaissance pour le faire. Pour ça, il y a un pilier mais essentiel et qu'on ne répétera jamais assez, c'est former les personnes exposées et concernées. Et pour ça, il faut avoir une vraie compétence commerciale. Parce que il ne faut pas hésiter à prendre son bâton de pèlerin pour aller visiter des petites filiales éloignées du siège, pas forcément hors de France, ça peut être aussi en France, des filiales qui ne sont jamais rencontrées, parce que quand il y a un problème, souvent ça arrive par un petit contrôle fiscal dans une filiale. Ce que je disais pour les Américains, on commence par un petit pays et ensuite on étend à tout le groupe. Donc c'est très important. Et puis de comprendre l'entreprise, c'est en allant sur le terrain. Et ça permet également de rassembler les personnels, de créer une relation de confiance, de parler leur langage, de récolter des alertes en passant, d'adapter les supports de formation au contexte local, aux différents métiers, que ce soit la vente, les achats, la communication, les RH, la finance, la DG. On ne parle pas de la même manière à différentes personnes, en utilisant des cas très concrets. Parce que si on fait juste une visio avec un module de formation tout préparé, c'est super, on va cocher une case, mais ça ne va pas forcément bien marcher. Ça pourra marcher après, une fois qu'on les a rencontrées, ces personnes. Donc c'est un travail de fourmi, mais c'est absolument nécessaire pour que les opérationnels se rendent compte des vrais risques pour eux. Et on ne peut pas mettre un compliance officer derrière chaque opérationnel, c'est pas possible. C'est ce qu'ont fait souvent certaines sociétés pratiquement quand elles ont été sanctionnées, mais c'est beaucoup trop cher et ça marche pas. Donc les opérationnels, en plus, il faut leur apprendre à écrire. Il faut leur apprendre à bien écrire, à pas utiliser certains termes, à ne pas échanger des écrits sans précaution, conserver néanmoins ce qui peut prouver leur innocence, entre guillemets, et montrer qu'un dossier est bien intègre. Avant, en France, et comme de beaucoup de pays actuellement, les échanges, notamment commerciaux, se faisaient que par oral. C'était une catastrophe, une fois que la compliance est arrivée, parce qu'on n'avait pas les moyens de se défendre, mais aussi on trouvait des échanges qui, sur le ton de la blague, pouvaient se révéler extrêmement dangereux, c'est-à-dire ce qu'on appelait des smoking guns, dans un email. Vous savez, j'ai une infraction, je suis obligée de déployer un forensic, c'est-à-dire une massive enquête interne, et tout d'un coup, je retrouve des emails avec des échanges absolument pas intègres. Ça pouvait être fait sur le ton de l'humour à l'époque. C'est compliqué à justifier aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un échange direct avec les opérationnels exposés, parce que ça, vous ne le faites pas en visio. Vous le faites face à face. Sinon, les gens ne sont pas convaincus. Il s'agit aussi de communiquer et de former les partenaires externes à l'entreprise, que ce soit les intermédiaires. Pourquoi on met ces programmes de conformité en place? Pourquoi ça les protège aussi? Les fournisseurs, voire les clients, les actionnaires, pour aussi leur faire prendre compte de leurs responsabilités, les institutions financières qui vont vous demander des paquets d'informations, et pourquoi on ne veut pas tout leur donner? Parce qu'il y a un problème de risque de fuite. Et qu'il faut arriver à créer une relation de confiance. Pour ça, faut les former, il faut communiquer avec elles. Les médias, le cas échéant, enfin ce qu'on appelle les parties prenantes, en dosant bien cela. Et c'est vrai qu'on demande à l'entreprise de s'assurer de l'intégrité de ses tiers sans lui en donner vraiment les moyens.
comme pour l'interne, un outil efficace de formation, d'explication des risques qui permettrait aux entreprises de se défendre mieux. C'est important également d'avoir des contrôles internes et comptables efficaces. Ça, c'est vraiment un sujet complexe pourquoi? Parce que les entreprises travaillaient pour être gentil, en silo. Chacun défend son métier. Je suis compliance officer, vous ne connaissez rien à mon métier. Je suis export control officer, vous ne comprenez rien à mon métier. Je fais des RH, vous ne comprenez rien, la finance, etc. Chacun travaille en silo et défend son précaré, et ça, c'est plus possible. D'abord, c'est pas économique. Deux, ça permet pas une bonne prévention des risques. Troisièmement, il faut que lorsque j'identifie des risques de conformité, je puisse les relier directement à des procédures et ensuite à des contrôles et à des contrôles comptables. Et que tout ça, c'est demandé par l'Agence française anticorruption lorsqu'elle fait ses contrôles, mais c'est indispensable. Et donc, l'effort de compliance apporte une fluidité à l'entreprise, obligé qu'elle se remette en cause. Les acheteurs, les commerciaux, tout le monde doit se parler. Ça ne veut pas dire qu'on se transmet des secrets, mais on doit savoir se parler. C'est un exemple tout simple. À chaque fois que j'arrive dans les entreprises, la première chose que je regarde, c'est les archives. Personne ne gère bien les archives. Enfin, c'est rare, disons, qu'on gère bien les archives. Et on retrouve des données des dizaines d'années. Là, on trouve des vrais smoking guns. Il faut nettoyer ces archives, appliquer des bonnes règles d'archivage, avoir les pièces qui permettent de se défendre en cas d'attaque, pour montrer que non, on a bien fait à telle ou telle époque, on a bien respecté les lois en cours, mais éliminer ce qui est trop vieux, ce qui n'est plus applicable aujourd'hui, pour ne pas solliciter des idées inconvenues. Le contrôle, ça permet aussi de déterminer des indicateurs pertinents, ces fameux KPIs qu'on nous demande. C'est pas juste un exercice de style, ça permet de mesurer la performance de l'entreprise dans les domaines de la conformité et de l'éthique, mais aussi de valoriser ce qu'elle fait bien, parce que finalement, quand on se met à devoir écrire une déclaration de performance extra-financière, on doit faire un récapitulatif de tout ce qu'on a bien fait dans l'année, de tout ce qu'on a amélioré, et souvent, les entreprises ne communiquent pas bien sur ce sujet-là. Donc, c'est un sujet, on le sait, sur la CSRD et tout, on y reviendra après, cette remise en cause, mais c'est un exercice qu'on ne peut pas s'éviter, parce qu'on est obligé de répondre à nos parties prenantes, et quand on fait un récapitulatif de tout ce qu'on a bien fait l'année et puis les années précédentes, ça permet d'avoir un joli document bien écrit et qui nous permet de communiquer correctement à l'extérieur, sans révéler des secrets d'affaires ou des secrets de défense, bien évidemment. Et surtout pas faire du window dressing, parce que je ne citerai pas non plus d'entreprises, mais qui ont des communications extraordinaires, bien faites par des communicants, mais qui en fait sont totalement creuses et qui à l'intérieur ne sont pas embedded, comme on dirait, sur le terrain. D'accord ? Donc c'est pas du tout facile comme exercice, mais il vaut mieux pas avoir ou avoir à moitié que de communiquer sur quelque chose qu'on fait soi-disant à 100% qui n'est pas la réalité. Parce que ça peut se retourner contre nous. Et puis un dispositif d'alerte éthique, je ne vous raconte pas les débuts de ces alertes dans les entreprises, ou bien évidemment en Europe, pourquoi ça ne marchait pas. En Europe, ce n'était pas notre culture. Aux États-Unis, si vous dénoncez quelque chose qui n'est pas citoyen, vous êtes considéré comme un bon citoyen. En France, la dénonciation, c'est la Seconde Guerre mondiale, et ça a toujours la dent dure. Et puis, quand vous êtes un whistleblower, c'est horrible comme démarche à faire, parce qu'il y avait des représailles, il y avait beaucoup de choses. Et puis, les entreprises se sont servies aussi de systèmes d'alerte pour dégommer des salariés dont ils ne voulaient plus. Enfin, une instrumentalisation assez difficile. Néanmoins, quel que soit le canal, et les réglementations de 2022 sont plutôt bonnes à cet égard, parce que ça peut être vous, je vous rencontre à un café, vous me dites que ça ne va pas et pour quelle raison. Ça peut être un email, ça peut être différents canaux lors d'une formation. Bien sûr, il faut établir un canal un peu officiel, mais petit à petit, ça aide quand même à avoir une meilleure vision sur ce qui se passe dans l'entreprise, et notamment informer le directeur général, qui a besoin d'avoir cette vision-là. Dans beaucoup de cas, ça arrive aussi à montrer qu'il n'y a pas vraiment de règles, mais quand vous avez une alerte, même si c'est une alerte RH, même si c'est une alerte de fournisseur qui, in fine, aboutit à pas grand-chose, ça révèle généralement un malaise qu'on ne connaissait pas.
Donc ça donne une visibilité en interne avant que ça aille justement trop à l'extérieur et que ça passe directement en Mediapart. Donc pour moi, je pense que c'est un bon outil qu'il faut savoir utiliser, mais dont on ne doit pas avoir si peur que ça. Et dans la défense, nous, on a une spécificité, c'est le contrôle des exportations. Je n'ai pas le droit de vendre, enfin, j'ai même pas le droit de produire, ni de commercialiser sans autorisation de l'État, la fameuse SIEMG. Au-delà même du double usage, et respecter également les règles du double usage et le contrôle d'exportation double usage. Mais parlons juste de l'exportation militaire, on n'a pas le droit d'exporter. Donc c'est l'État qui nous autorise. Pour le moment, on verra bien ce que ça donnera au niveau de l'européen, c'est sous la souveraineté de chaque État. D'accord ? Contrairement au double usage qui relève de la réglementation européenne. Et c'est un secteur qui a toujours été très, très sensible. Je me souviens de rencontres au moment de la préparation de Sapin 2, d'ONG, qui vous disaient vous êtes dans la défense, vous utilisez des intermédiaires, vous êtes les premiers corrupteurs du monde. Ok. On est les premiers corrupteurs, sauf que du coup, ça nous a permis d'être très en avance sur cette prévention de la corruption. Mais c'est vrai que c'était un sujet compliqué et l'État, et on l'a vu même aux États-Unis, à travers le contrôle des exportations, le respect de licences d'exportation, parfois ont débouché aussi sur des problématiques de corruption parce qu'il y avait des intermédiaires impliqués. Donc spécificité dans la défense, mais nous sommes dans une logique de guerre économique. Nous sommes aussi dans une logique d'économie de guerre depuis maintenant le début de la guerre en Ukraine, je dirais, avec parfois des logiques compliquées à associer. C'est pas seulement pour le secteur de la défense, c'est également pour le monde économique en général, avec des menaces thématiques qui s'appliquent à tout le monde. Les menaces de déstabilisation concurrentielle, la compliance était... voir qu'en Chine, comment on utilise la lutte contre la corruption en interne, c'est voilà, des lois divergentes, du cyberespionnage sous prétexte de conformité, des audits divers et variés de fonds d'investissement, d'ONG dont l'actionnariat est absolument pas transparent, des agences de notation pour récupérer de l'information. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que par rapport aux banques qui nous disent mais nous c'est normal, on est obligé d'avoir beaucoup d'informations parce que sinon on ne peut pas vous aider et vous donner vos garanties financières. Où vont ces informations? Donc il faut travailler ensemble, encore une fois pas en silo, pour arriver à sécuriser les institutions financières, mais surtout pas leur donner trop d'informations qui partent à l'extérieur et où on est les seuls à le faire pratiquement au monde. D'accord ? En France, on est responsable pénalement, individuellement et au niveau des entreprises. Je rappelle qu'en Allemagne, en Espagne, il n'y a pas de responsabilité pénale de l'entreprise. On a un risque RH parce qu'on voit qu'il y a des salariés qui sont déstabilisés, parfois par des mouvements effectivement dus à l'éthique. On ne veut pas travailler dans la défense, c'est comme l'alcool et les cigarettes, ça ne va pas du tout. Bon, ça, on voit que ça est en train un peu de changer, mais des récupérations de salariés. J'ai été souvent en Chine et j'étais assez effarée de voir des bons ingénieurs travailler dans des belles sociétés chinoises. C'est un sujet de déstabilisation financière qui sont arrivés sur certaines sociétés sous prétexte de conformité. Il faut être très conscient de ce qui se passe, de guerre informationnelle avec des sophistications des systèmes indirects de corruption, ce qui sont incroyables. Il y a des entreprises entières basées notamment en Asie ou au Moyen-Orient qui ne font que ça pour casser une entreprise, sur des problèmes éthiques, sur la régularité de leurs produits, etc. etc. Les problématiques aussi auxquelles on est soumis de contournement des sanctions internationales. Je vais vendre un pays, est-ce que je suis sûre que ce pays respecte bien les sanctions sur la Russie, via la Chine, via l'Inde, c'est pas évident. Et puis les droits de l'homme, effectivement, c'est une donnée. Il y a la société civile nous demande d'évoluer dans ce sens. On a des produits qui sont a priori pour utiliser qu'en mode défensif, pour protéger la démocratie, ce qui n'est pas toujours le cas d'autres.
j'ai pas la réponse, hein, mais comment on gère également cela par rapport à la demande de la société civile. Et dans ce contexte donc, de guerre économique et d'instrumentalisation, notamment de tous ces outils de compliance, comment sont-ils instrumentalisés? Je pense notamment là, au FCPA et à sa suspension pour 180 jours. Mais comment les entreprises françaises et européennes peuvent également rester stratégiques en utilisant tous ces outils qui sont à leur disposition? Effectivement, on vit un moment tout à fait particulier, et particulier, je dirais, pour les compliance officers, pour la profession. On a déjà en Europe ce paquet omnibus de simplification de la CSRD qui a été publié le 26 février pour simplifier les réglementations environnementales européennes avec des grandes discussions sur le sujet. Il pourrait modifier la CSRD, donc cette directive sur le reporting extra-financier, voire sur le devoir de vigilance. Pour le moment, c'est une proposition. Les seuils sont en train d'être discutés, donc ne revenons pas sur ça, mais c'est une problématique parce qu'elle était très large et pouvait viser des sociétés très petites. Voilà, donc voyons les discussions qui doivent se développer. Les entreprises cotées ne seraient plus concernées, n'auraient donc plus d'obligation légale de reporting ESG, environnementale, sociétale et de gouvernance. Les entreprises entre 250 et 999 employés seraient désormais hors champ, sauf si leurs investisseurs ou clients exigent toujours des informations ESG. Et même si les entreprises de moins de 1000 salariés sont désormais hors champ, elles resteront quand même sous pression de la société civile, des ONG, des médias. Et de toute façon, les grandes entreprises qui resteront sous l'obligation de ce reporting vont les répercuter chez leurs fournisseurs et donc chez les plus petites entreprises, créant une obligation indirecte pour les PME de réaliser un reporting volontaire si elles veulent rester fournisseurs des grandes entreprises. Donc de toute façon, il y a une pression qui existe et qui sera toujours là. C'est pour ça que nos PMI ne doivent pas baisser la garde, mais peut-être se mettre un peu sous la coupe des grands groupes, mais que les grands groupes doivent être aussi aidés par l'État, beaucoup plus. Parce qu'on attend des guidance de l'État. Il faut qu'il y ait une intelligence stratégique réelle qui a commencé. On citait effectivement différentes structures, que ce soit le CICE, que ce soit l'AFA, que ce soit le PNF, que ce soit le ministère de l'Intérieur. Enfin, il y a des échanges, l'Assemblée nationale, mais il faut que ce soit beaucoup plus poussé et que les entreprises puissent se défendre stratégiquement. Et ça ne veut pas dire de leur donner un blanc-seing pour faire de la corruption et massacrer les humains, c'est pas du tout le sujet, mais se créer un vrai avantage compétitif, et ça ne peut se faire que si on travaille tous ensemble. Ce qui n'est pas un grand fort de la France, même encore aujourd'hui, ce qui est un fort extraordinaire aux États-Unis. Et il faut arriver à être beaucoup plus agile dans ce domaine-là. Ça, c'est mon leitmotiv. Une Europe donc qui doit miser sur sa compétitivité. On avait vu effectivement qu'il y avait un projet de directive en 2023 sur une directive harmonisant les règles anticorruption au niveau européen. J'en entends plus beaucoup parler. L'Allemagne et l'Espagne ne sont pas les premiers à monter au créneau, mais c'est vrai que ça permettrait de renforcer l'application extraterritoriale des réglementations en faisant un bouclier européen. Ça permettrait également d'inclure des clauses anticorruption plus strictes dans les accords de libre-échange et sur les marchés publics. Donc, vraiment créer un level playing field, mais il faut le faire de façon intelligente. Et encore une fois, c'est comme au niveau de l'entreprise, il faut mieux communiquer. Et donc que les politiques et ceux qui défendent ces sujets-là se parlent davantage et soient plus conscients des enjeux des uns et des autres. Regardez ce qui se passe. Après le Qatargate, il y a eu ce nouveau scandale il y a quelques jours qui implique l'entreprise chinoise Huawei qui est en cours au Parlement européen, une corruption sous couvert de lobbying commercial au profit de groupes chinois permettant des rémunérations, des prises de position politiques et des cadeaux démesurés. J'ai pris ça dans la presse. Près d'un quart des députés européens élus entre 2019 et 2024 auraient été impliqués dans une affaire, révèle une enquête de la plateforme
Follow the Money qui a été publié par Le Monde récemment. L'une de ces affaires effectivement les plus emblématiques concernant le Qatar et des élus européens. Donc, dans ce contexte-là, comment on se fait confiance? C'est quand même assez terrible. J'ai pas la réponse. Voilà. Et parallèlement, effectivement, Monsieur Trump a une volonté de dérégulation radicale, ce qui est un argument fort pour que l'Europe se simplifie de façon réglementaire, mais de façon intelligente. Depuis février 2025, 180 jours de suspension du FCPA. Le motif évoqué, je le rappelle, c'est libérer les entreprises américaines d'une entrave concurrentielle. On ne parle pas des entreprises européennes, hein, voilà. La loi, elle reste formellement en vigueur, même si le DOJ est en pause. Les autorités civiles du type Security Exchange Committee local peuvent continuer leurs enquêtes ou poursuivre celles-ci en théorie. C'est très difficile de savoir quelles sont les mesures correctives que le président américain souhaite appliquer. Est-ce que le ministère de la Justice pourrait renégocier les accords de règlement amiable avec les entreprises? Les personnes reconnues coupables d'infractions au FCPA pourraient-elles être graciées ou voir leur peine commuée par le président? On n'en sait rien pour le moment. C'est un contexte qui crée, il est très important de le souligner, que cette corruption d'agents publics demeure illégale, tant dans l'application du FCPI que d'autres législations fédérales ou internationales, hein. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que ça engendre une incertitude juridique de plus en plus importante, qui avait déjà été créée par la multiplication de textes qui, comme je le disais, étaient parfois contradictoires. Donc pour les entreprises françaises et européennes, c'est une grosse catastrophe, à vrai dire. Les risques liés à la corruption internationale demeurent absolument très élevés. L'absence de clarté de tout ça va rendre leur gestion plus complexe. Certaines entreprises pourraient être tentées de dire, bon, maintenant, moi, j'arrête, hein, tout ça, tout le monde lâche, moi, j'arrête. Les exposant à des risques financiers, réputationnels et judiciaires épouvantables dans quelques temps, parce que n'oublions pas qu'il n'y a pas beaucoup de limitation de la prescription. Donc, il est crucial pour les entreprises françaises de maintenir une culture éthique solide, une vigilance continue pour qu'elles puissent préserver leur intégrité et leur compétitivité sur les marchés internationaux. L'entreprise doit continuer à se comporter comme une citoyenne de son environnement. La société publique attend qu'elle soit éthique, qu'elle définisse ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour son environnement global. C'est effectivement une déficience parfois des États quand on n'a pas ce effet de guidance, mais l'entreprise est un acteur à travers sa communication interne, sa communication externe, sa posture, et encore une fois, ça doit reposer sur un ADN réel. Donc, il ne faut pas unifier forcément la communication. Il faut avoir des KPI, c'est sûr, mais il faut avoir une communication qui soit un peu plus vraie et non pas déconnectée de l'opérationnel, ce qui n'est pas simple, parce que tout ce qui se passe actuellement nous pousse à avoir une communication un peu unifiée. Et dans tout cela, le compliance officer doit être amené à donner de plus en plus de sens à la démarche. Sa raison d'être, cette démarche, transformer la contrainte éthique subie en une éthique qui doit être vraiment vécue par tout le monde, permettre à l'entreprise ainsi une réelle différenciation compétitive. C'est pas en faisant n'importe quoi, en interdisant n'importe quoi, mais en jonglant avec ces risques. Et comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, l'avenir, c'est pas de le prévoir, mais de le permettre. Merci Corinne pour tous ces éclaircissements. Merci à vous.